Bonjour à tous, bienvenue sur, ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de Google Analytics 4, hein, comme vous le doutez, et je vais essayer de vous présenter un petit peu l'outil, son fonctionnement, dans assez rapidement et aussi vous montrer pourquoi vous allez devoir changer de solution si vous utilisez toujours l'ancienne, à savoir Universal Analytics, et pourquoi vous allez devoir passer sur, GA4 assez rapidement. Alors, je me présente, hein, je suis Nicolas Berthelot, chef de projet, web marketing chez Soledis. Et il faut savoir que moi, au quotidien, j'ai l'habitude d'utiliser tous les outils, hein, liés à Google, que ce soit les outils de data visualisation comme, Google Data Studio, les outils de tracking comme, GTM ou encore, bah, les outils d'analyse, hein, comme, Google Analytics et aussi le référencement naturel, le référencement payant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis habilité à vous en parler de GA4. Alors, rapidement aussi, je vais présenter, Soledis, hein. Soledis, c'est une agence web e-commerce, principalement B2B, B2C. On fait des sites en PrestaShop, mais également en WordPress, WooCommerce. L'idée, c'est qu'on va faire des sites de A à Z, hein, de l'hébergement au support, au design, au front, au back, heu et moi, je gère plutôt la partie après-vente, c'est-à-dire le web marketing. Faire en sorte, bah, une fois que le site est créé, bah, que ça fonctionne, qu'on ait des visites et qu'on fasse des ventes. Je vais aussi dire bonjour à mes, collègues qui sont là. Il y a Johan, le directeur général, Jean-Marc, le commercial, et Marie, en communication. Donc, voilà, bienvenue à tous. Ça va être assez intense, on n'a que, 30 minutes et sûrement 15 minutes après de questions-réponses. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et de conseils, en tout cas, sur GA4. Il y avait aussi un petit sondage quand vous êtes inscrit au webinaire. Alors le premier, c'était de voir un petit peu, bah, est-ce que vous connaissez la solution? Donc quasiment 40 d'entre vous n'êtes pas encore sur GA4, ne connaissent pas l'interface. Il y avait 20 qui ont commencé et 6 qui peut-être voulaient changer de solution. On verra aussi, peut-être pourquoi vous voulez changer de solution. Alors au sommaire, on va d'abord essayer de comprendre, bah, c'est quoi GA4, le définir, les problématiques, les avantages, mais aussi les inconvénients, parce que c'est pas une solution qui est, toute rose. Et on va aller, si on a le temps, voir l'interface, quelques tableaux, quelques reporting. On est parti. Alors, Google Analytics 4, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, GA4, c'est un outil qui permet de collecter des données sur un site web, et ces données qui sont collectées vont être ensuite retranscrites sur des tableaux dans une interface, hein, sur Google Analytics. Et GA4, c'est la nouvelle version d'Universal Analytics qui était présent pendant, une quinzaine d'années maintenant, que vous avez sûrement tous utilisé. C'est sorti il y a maintenant 2 ans, d'abord en version bêta, et là, Google a essayé de pousser l'outil puisque au début ça fonctionnait pas, ça prenait pas trop, et donc on a une problématique, hein, on a une deadline, c'est que, l'été prochain, en juillet 2023, la solution Universal Analytics va cesser de collecter des données. Donc du jour au lendemain, vous aurez plus de données, collectées, et fin décembre 2023, si vous voulez, Universal Analytics va complètement être supprimé. Vous aurez même plus du tout accès à votre historique de données sur UA. C'est pour ça que c'est important de, bah, faire la migration dès maintenant, parce que, faudrait commencer à collecter des données, avoir un historique et surtout prendre en main l'outil, parce que vous allez voir, c'est un petit peu, différent. Ce qu'il faut aussi comprendre, alors c'est quoi la différence majeure entre UA et GA4? Ça va être le système de collecte de données. Autrefois, en fait, tout était basé sur des sessions et des pages vues, et maintenant la collecte de données est basée sur des événements. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi un événement? Donc vous allez avoir des événements, de type standard qui sont créés par Google. Par exemple, bah, une page vue, c'est un événement. Heu, un scroll, c'est un événement. Un téléchargement de fichier, c'est un événement. Heu, ce type d'événement, et puis après, vous allez avoir les événements personnalisés que vous-même vous allez créer. Ça peut être un achat, une vue de l'étape du tunnel d'achat, heu, une inscription à une newsletter. Tout ça, c'est un événement. Donc une session est un événement, dorénavant. C'est ça la principale différence. Donc comme je vous l'ai dit, la problématique, c'est pas le même système de collecte de données, donc forcément, on ne pourra pas vraiment comparer les données UA à GA4. Je sais que vous allez le faire, mais normalement, il faut pas le faire. Il faut éviter de comparer parce que c'est pas la même façon de collecter les données. On a une deadline, donc on a d'ici 31 décembre 2023 pour commencer à faire notre migration. Et il va y a aussi, avoir un temps d'apprentissage, puisque pour passer sur GA4, pour commencer à avoir des données, il va falloir aussi changer l'implémentation si vous utilisez une solution comme
Google Tag Manager pour mettre en place votre tracking, eh bien, va falloir changer votre balisage. Peut-être même changer, votre data layer, hein. J'expliquerai, par la suite c'est quoi le data layer, au niveau du tracking, comment faire les modifications rapidement. Et oui, il y a aussi une petite courbe d'apprentissage pour vos équipes en interne, hein, que vous soyez une agence ou tout simplement un utilisateur parce que vous avez un site e-commerce. Ce que vous allez voir, l'interface est complètement différente. Il y a des données aussi qui ne sont plus là, donc il va falloir se réhabituer un petit peu à tout ça. Il y a des avantages quand même à la nouvelle solution. Le principal avantage, ça va être le tracking automatique. C'est-à-dire qu'avant sur UA, pour commencer à collecter des données, si vous voulez, vous posez un petit script, un petit code qui va permettre de faire remonter les données. Sur, UA, vous pouvez simplement avec ce code avoir, les vues de page, les sessions, globalement, le trafic quoi, combien de temps les personnes sont restées sur mon site. Maintenant avec GA4, donc juste avec un petit script, vous allez pouvoir être capable de faire des mesures améliorées, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc juste avec un petit code, on va être capable d'avoir les pages vues, les défilements, donc les scrolls, les clics sortants, les recherches qui sont faites sur votre site en interne. Donc si vous avez un site e-commerce, quels sont les produits les plus recherchés par exemple? Les interactions avec les formulaires qui sont aussi, traqués de façon, nativement, les engagements avec les vidéos et les téléchargements de fichiers. Donc c'est beaucoup plus simple si vous avez aucune affinité avec, Google Tag Manager par exemple. Ici, je vais quand même en parler, ça va être, l'aspect RGPD, la CNIL, même si c'est, pas forcément le sujet aujourd'hui, c'était plutôt de parler de GA4, mais c'est quand même important d'en discuter. Alors, il faut savoir que, à mon sens, hein, GA4 a été poussé par Google parce qu'au début, on a eu, vous savez, il y a eu des conflits entre la CNIL et Google, au niveau de la conformité avec la RGPD, puisque la CNIL considère que Google réutilise les données. Vous savez, les données sont collectées sur un que vous collectez sur votre site sont envoyées après sur des serveurs aux États-Unis et ces données-là sont potentiellement, réutilisées, exploitées par des services tiers aux US. Donc la CNIL a mis un petit stop. Elle a dit: «Bah, c'est pas vraiment, très RGPD de faire ça, donc faudrait avoir le consentement de votre utilisateur avant de pouvoir poser le script». Donc là, à l'origine, dès maintenant, je veux dire, vous n'êtes pas censé poser un script Google sans avoir le consentement de votre utilisateur. C'est-à-dire que vous devez utiliser un CMP, un système de consentement, de recueil du consentement de vos utilisateurs, type, Acceptio, Cookie Consent, par exemple. Et l'idée avec GA4, c'est qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités pour un petit peu essayer de contourner, la RGPD. Donc ils ont mis en place sur GA4 l'anonymisation des adresses IP de façon automatique. On a aussi un paramétrage qui est un petit peu plus fin au niveau de la collecte de données. On peut, avoir un impact sur la durée de conservation des données et on peut même supprimer des données jusqu'au niveau utilisateur. Le problème, c'est que toutes ces, techniques mises en place par, Google ont été, taclées par la CNIL et donc ça a toujours été refusé par la CNIL. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir le consentement de l'utilisateur pour pouvoir poser le script Google. Donc forcément, ça va impliquer des pertes de données, hein, 50-60 voire peut-être plus sur, vos données sur Google. Il y a eu aussi une autre technique qui avait été mise en place par Google, c'est-à-dire que les données qui sont récoltées sur votre site avant d'être envoyées aux États-Unis, étaient envoyées sur un serveur en Europe. Ces données étaient chiffrées, puis envoyées à nouveau sur des serveurs aux États-Unis. Le problème, c'est que les données chiffrées, Google possède la clé pour les déchiffrer, donc pareil, c'est une technique qui a été refusée par la CNIL. Aujourd'hui, en Europe, il y a un seul pays qui a interdit, l'outil Google, c'est, l'Autriche. C'est pas le cas, en France, hein, c'est pas interdit et je pense que dans les mois à venir, étant donné que ça reste l'outil numéro un sur le marché quand même, Google, et Google Analytics, c'est au centre de l'écosystème, hein. Vous avez Google Ads, Data Studio, Optimize, tout ça, c'est le même environnement. Je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour se mettre en conformité, je l'espère. Si jamais vous voulez utiliser d'autres solutions, il en existe, hein, des solutions qui vont pas nécessiter le consentement de l'utilisateur, par exemple Matomo, AT Internet, Fathom. L'inconvénient, c'est que ces solutions, bah, déjà, faut, reprendre en main les nouvelles interfaces et c'est payant. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes prêt à mettre, aussi de l'argent, sur ce type de dépenses? Je sais pas, à vous de voir, à vous de juger. Enfin, c'était la petite partie, RGPD. Pour les avantages, on va revenir sur Google, il y a les avantages. Donc on avait à l'époque déjà, ce qui était en place, c'était le cross device et maintenant ils ont mis en place le cross platform. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que,
Google est capable plus facilement d'identifier, les utilisateurs. C'est-à-dire que vous êtes sur votre, mobile en train de naviguer sur un site web, puis après vous allez sur votre, sur ordinateur, il va être capable de savoir que vous êtes la même personne. Comment il va essayer de vous identifier? Donc il va se baser, Google sur 4 critères. Le premier critère d'identification, ça va être le user ID. Donc quand vous allez sur un site web, on va vous attribuer un user ID, que ce soit, un user ID en tant qu'invité ou si vous avez un compte, vous allez avoir votre propre user ID en tant que personne connectée. L'autre niveau d'identification, ça va être les Google Signals. Globalement, ça fait référence à votre adresse Gmail, hein, pour faire simple. Vous avez aussi le device ID, puisque chaque appareil va avoir un identifiant, que ce soit votre, smartphone, votre, ordinateur au bureau, même votre console de jeu, un device ID. Et enfin le cookie, client ID, le cookie qui est attribué par Google Analytics. Donc avec tous ces niveaux d'identification, il va essayer de vous trouver, de savoir que vous êtes la même personne pour avoir des données un petit peu plus, correctes. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, 4-5 utilisateurs différents, on aura la même personne. On va être capable de savoir que c'est la même personne. L'idée, c'est d'avoir des données un petit peu plus précises. Les différences entre UA et GA4, donc il y en a plusieurs. Comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'avant, une session, bah, c'était pas un événement, c'était voilà. Alors qu'aujourd'hui, une session, c'est un événement. Dès qu'une session sur votre site va commencer, eh bien, dans le data layer, il y a un petit bout, un événement qui est envoyé qui s'appelle session start. Même chose quand quelqu'un va quitter le navigateur en cliquant sur la petite croix en haut à droite, ça va envoyer un événement qui dit que la session s'est terminée. Donc on va être capable de calculer avec plus de précision la durée d'une session déjà, c'est la première différence. Deuxième différence, donc avant les sessions se terminaient après 30 minutes d'inactivité. Aujourd'hui, c'est toujours le cas par défaut sur GA4, mais vous avez quand même la possibilité de changer la durée, le délai d'expiration d'une session. Considérez peut-être qu'une session, ça dure 1 heure. Après, c'est à vous de voir. Autre chose, donc la session se terminait à minuit sur UA, mais pas sur GA4. Par exemple, vous êtes à 23h55 en train de consulter un site, vous voulez acheter des chaussures. À 00:05, vous quittez le site. Sur UA, on aurait eu 2 sessions, alors que sur GA4, on aura une seule session. Autre différence, donc une session avant se terminait si un utilisateur arrivait par l'intermédiaire d'une campagne X, il s'en va et il revient par l'intermédiaire d'une campagne Y. Donc là, ça faisait pareil 2 sessions. Sur GA4, imaginons qu'en 30 minutes, vous soyez allé sur le site web, grâce en SEO, puis après vous êtes revenu en SEA, puis vous êtes revenu grâce à de l'emailing en 30 minutes. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux ce scénario, mais imaginons ça. Et bien, ça ferait qu'une seule session. Donc là, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'entre UA et GA4, bah, on va avoir des différences. Je vous ai dit de pas comparer les données, mais je sais que vous allez le faire. Sur GA4, vous aurez moins de sessions comparé à Universal Analytics à cause des raisons que je viens de vous exposer. Autre chose, il y a l'indicateur qui était assez aimé sur, Universal Analytics, c'est le taux de rebond qui n'existe plus, hein, sur GA4 et cette notion a été remplacée par la notion de session avec engagement. C'est-à-dire que le taux de rebond, vous oubliez, ça n'existe plus, on aura donc la notion de session avec engagement. C'est quoi une session, considérée comme étant, avec de l'engagement? Alors c'est une session où une personne est restée au moins 10 secondes sur votre site web, où elle a consulté une deuxième page, ou elle a fait un événement de conversion. Heu, Concrètement, ces 10 secondes, vous pouvez les changer. Moi, personnellement, sur mes comptes clients, je mets pas, 10 secondes, je mets 30 secondes. C'est-à-dire que j'estime que si quelqu'un reste sur 10 secondes sur mon site web, je pense pas que ce soit une session qui soit, engagée. Il faut au moins qu'il reste 30 secondes. À partir du moment où il va avoir une deuxième page, OK, c'est-à-dire qu'il est engagé ou s'il a effectué un événement de conversion, par exemple, il s'est inscrit à une newsletter, il a rempli un formulaire ou il a fait un achat. Voilà, c'est ça un événement de conversion. À droite, vous voyez, vous avez un petit, screenshot des nouvelles métriques, donc durée d'engagement moyen, là j'ai 1 minute 29 et j'ai les sessions avec engagement par utilisateur. C'est celle-ci la nouvelle notion. On va essayer l'équivalence avec le taux de rebond. Par exemple, ici là, je suis à 0,65. L'indicateur, l'indice c'est 1. Plus je suis proche de 1, je pourrais même être supérieur à 1, plus ça veut dire que les personnes qui sont sur mon site web sont engagées. Si vous avez une session avec engagement à 0,05, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que, bah, les personnes qui vont sur votre site web
sont pas du tout intéressés par le contenu. Donc il y a peut-être un problème au niveau du référencement, si vous faites de la publicité payante, c'est un indicateur qui va montrer, bah, que votre contenu n'est pas pertinent. Donc les gens vont partir. Donc c'est quand même important de le surveiller. Et comme je l'ai dit, bah, les durées de session égales à 0, ça n'existe plus. Sur UA, on avait souvent un taux de rebond à 99 et des sessions à 0 secondes. Donc ça, pareil, c'est beaucoup plus précis sur GA4, le calcul du temps moyen passé sur un site web. D'autres différences, bon, on va pas voir tous les chiffres, mais globalement, on ne peut plus exclure sur GA4, les robots. On peut simplement exclure les adresses IP. Les objectifs n'existent plus. Vous pouvez simplement, changer un événement en tant que conversion et les vues n'existent plus non plus. On va avoir un compte et au sein de ce compte, des propriétés et dans chaque propriété, un flux de données. Les sous-propriétés, ça existe, mais c'est sur les comptes payants, donc ça va concerner que, très peu de personnes et ils ont mis aussi en place, l'anonymisation des adresses IP qui est maintenant automatique sur GA4, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis après, bon, des données sur les limites des dimensions et cetera, mais ça, c'est pas très intéressant. Comme je vous l'ai dit, il y a des métriques qui ont été, supprimées. Donc le taux de rebond, ça sert à rien de le chercher, vous allez pas le trouver, hein, ça a été remplacé par les sessions avec engagement. Durée moyenne des sessions, ça a été remplacé par la durée d'engagement moyenne par session. Pareil, le temps de chargement des pages, c'est pas, dans les rapports, standards. Et si jamais vous voulez vous utilisez un Data Studio pour, mettre en forme les données, moi ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait encore des champs qui ne remontaient pas, notamment alors le panier moyen, le taux de conversion, ça c'est pas grave parce qu'on peut le calculer, hein, sur, Data Studio. Mais, la durée d'engagement moyenne par session, le type d'utilisateur, ça remonte pas sur Data Studio. Il y en a sûrement encore d'autres que j'ai pas, identifiées. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions, des métriques que vous allez pas pouvoir utiliser sur Data Studio. À voir, si ça va évoluer, dans l'avenir avec des mises à jour, pourquoi pas. Là, je vais parler un petit peu plus technique, ça va pas forcément ça va être un faut essayer de suivre. Globalement, heu, afin de faire remonter les données, qu'elles soient collectées, analysées par Google, et ben, va falloir être capable que Google soit capable dans votre site web, dans le code, de récolter certaines informations. Ce qu'on va appeler le data layer. Data layer, c'est du code, des informations qui sont envoyées. Sur GA4, le data layer est nouveau. Il y a des nouveaux événements qui ont été, donnés par Google. Par exemple, on va vous demander de créer des événements quand quelqu'un va consulter une page produit, ou quand quelqu'un va consulter une page catégorie, quand quelqu'un va consulter l'étape numéro 1 du tunnel d'achat et on va essayer d'envoyer des informations, qu'on va appeler des variables, à Google pour qu'il puisse faire remonter des données. Si votre data layer n'est pas complet et que vous n'avez pas fait l'implémentation sur Google Tag Manager, eh bien, vos tableaux e-commerce ou vos tableaux tout court, hein, vont être vides. Là, je vous donne un exemple. Si dans mon data layer, j'ai pas, les événements ajouts au panier, l'événement achat ou l'événement a vu une page catégorie, tout serait vide. Donc je vous ai mis un petit imprimé écran d'un tableau e-commerce, sur GA4. On verra après un peu plus en détail tout à l'heure. Donc à gauche, vous avez, le nom de l'article. Première colonne, vous avez les vues d'articles. Donc j'ai mon premier article qui a été, vu 185 fois. Sur ces 185 consultations, il a été ajouté au panier 8 fois, ce qui me fait un ratio ajout au panier, produit consulté de 5. Il a été acheté 2 fois, ce qui me fait un ratio achat produit consulté de 1,65. Quantité achetée 3 et revenu généré, bon là je l'ai caché, mais vous voyez le revenu généré par chaque produit. Donc si j'ai pas le data layer, si j'ai pas fait mes modifications sur GTM, ça ne fonctionnera pas et pour les puristes, voilà à quoi ça ressemble un petit data layer, c'est très joli, regardez, magnifique. Et allez, on va repasser sur les autres avantages. On a, la debug view, donc là, c'est plutôt pour, une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire du recettage de tracking en temps réel. C'est facile à prendre en main, puis c'est vraiment, pratique. Et la grande différence donc entre UA et GA4, bah, ça va être les rapports. Donc je vais essayer de vous montrer un maximum, les rapports, mais globalement, pour faire simple, hein, les rapports standards sont vraiment très limités par rapport à Universal Analytics. C'est vrai que sur UA,
L'interface était peut-être un peu cracra, un peu fouillis, mais au moins l'avantage, c'est qu'on avait tout. On pouvait rajouter des dimensions secondaires, il y avait vraiment énormément de menus, c'était assez pratique et puis on commençait à avoir nos habitudes. Sur GA4, les rapports standards sont assez limités. On n'a pas la possibilité de mettre des dimensions secondaires. On pourra simplement mettre des filtres de comparaison. J'essaierai de vous expliquer, ce que c'est. Et en fait, ils ont essayé de pousser, un nouveau menu qui s'appelle la partie Explorer et en fait, ils vont vous faire travailler. C'est-à-dire que ça va être à vous de faire vos propres tableaux si, vous voulez avoir plus d'informations qui ne sont pas dans les rapports standards. Pareil, je vais vous montrer quelques tableaux, comment ça fonctionne. Heu, Peut-être aussi qu'ils ont voulu pousser la partie, Google Data Studio qui est maintenant devenue, Locker Room pour essayer de pousser les gens à utiliser cette solution-là. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à prendre en main, la partie Explorer. Heu, on va y aller, ça je vais passer. Donc l'interface. Globalement l'interface, hein, c'est juste un petit peu plus joli que ce qu'on avait avant. Là, je vais vous montrer les menus qui sont pas forcément, faciles à comprendre au départ. Donc à gauche, je suis dans mes rapports standards ici, hein. J'ai mon premier menu, j'ai l'acquisition, ensuite j'ai l'engagement, la monétisation, les données démographiques et la technologie. Vous voyez déjà qu'on a beaucoup moins de menus qui sont disponibles par rapport à Universal Analytics. Et au niveau du fonctionnement, c'est un peu pareil, hein. En haut à droite, je vais pouvoir changer mes dates et après je vais avoir des graphiques standards que je ne pourrai pas modifier. Ça sera vraiment des graphiques standards. Dans la partie, acquisition, c'est ici que je vais pouvoir, savoir, bah, combien de personnes sont venues sur mon site web à partir du SEO, des campagnes payantes, à travers mes campagnes d'emailing, par exemple. Et dans l'acquisition, j'ai 3 sous-menus. Le premier, c'est la synthèse des acquisitions, qui va reprendre les 2 menus suivants, donc acquisition d'utilisateurs et acquisition de trafic. Ce que je disais, donc l'acquisition d'utilisateurs et l'acquisition de trafic. Pour faire simple, je vais prendre un exemple. Imaginons, une personne qui va aller sur votre site web, 1 fois par jour pendant 3 jours. Donc le premier jour, elle va venir en SEO. Le deuxième jour, elle va venir en SEA et le troisième en emailing. Dans votre tableau qui s'appelle acquisition d'utilisateurs, qui est, la même interface que l'autre, hein, acquisition de trafic, vous allez avoir donc 3 sessions, donc une par jour, sauf que chaque session va être attribuée au premier canal d'interaction avec votre site web. C'est-à-dire que les 3 sessions vont être attribuées au SEO. Alors que dans le menu qui s'appelle acquisition de trafic, donc j'aurai toujours mes 3 sessions, ben, chaque session va être attribuée à son canal. Donc j'aurai une session en SEO, une session en SEA et une session en emailing. C'est ça la différence. Donc les données vont être différentes. Sur l'acquisition d'utilisateurs, c'est la première interaction, comment la personne vous a connu, comment elle a connu votre site web, votre activité. C'est la principale différence. Il y a aussi une nouveauté, parce qu'ils aiment bien faire compliqué. Vous avez donc je vais vous remontrer les tableaux. Donc ici, ça va être les dimensions principales que vous allez pouvoir modifier. On va être simplement, on pourra avoir accès qu'à 6 dimensions ici. On ne pourra pas mettre des dimensions secondaires comme je vous l'ai dit. Donc là, je vois qu'en SEO, j'ai eu tant d'utilisateurs, tant de revenus générés et j'ai un nouveau canal qui est apparu qui s'appelle le Cross Network qu'on n'avait pas avant et le Cross Network, ça fait référence aux campagnes Performance Max sur Google Ads. Voilà, c'est la nouveauté. Heu et si jamais vous voulez, chercher, vos sites référents pour, par exemple, exclure les moyens de paiement sur votre site web, et bah, faudra aller, sélectionner source support de la session et vous allez voir ça a changé et là vous aurez vos sites référents qui vont apparaître avec, les événements. Je pourrais très bien changer ici, le nombre d'événements, c'est-à-dire que je pourrais avoir je vais essayer de remonter, ouais ici. Les événements, je pourrais simplement afficher les événements, par exemple l'ajout au panier ou simplement ajouter les conversions que vous voulez. Par exemple, je vais simplement afficher les personnes qui ont rempli un formulaire ou qui ont fait un achat. Ça, vous pouvez le faire, sans problème. Mais pas de dimension secondaire comme je vous l'ai dit et on est limité à ce que nous présente Google, c'est l'inconvénient. Hem, Là, je suis dans la partie engagement. Donc dans les engagements, vous allez voir le détail de vos événements sur votre site web et globalement, comme je vous l'ai dit, les objectifs n'existent plus. Là, vous pouvez simplement dire que cet événement-là correspond à une conversion. Donc vous allez définir des événements, par exemple, la souscription à une newsletter et après vous allez dire: «Bah, l'événement-là
correspond à une conversion. C'est mon nouvel objectif pour faire simple. Ici, je voulais juste mettre en lumière ce que vous pouvez faire, c'est les filtres de comparaison, heu, que vous voyez en haut à gauche. Ajouter une comparaison, à quoi ça sert? Par exemple, c'est très utile si vous voulez comparer des données entre, je sais pas, nom de domaine. Par exemple, vous avez, un site e-commerce et vous avez un blog. Donc on pourrait être capable de différencier le trafic qui vient du blog du trafic qui vient du site e-commerce. Là, j'ai créé donc en bleu foncé, on a, les données de tous les utilisateurs avec le chiffre d'affaires, dans le temps. En orange, on a, la source SEO et en vert clair bleu, on a la source SEA. Je pourrais aussi faire des comparaisons en fonction des pays, en fonction des villes, enfin, en fonction des appareils. Vous pouvez utiliser ces fils de comparaison pour, visualiser un peu plus facilement vos données, mais toujours pas de dimension secondaire ici. Et enfin, le plus important, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la partie e-commerce. Alors il va manquer des choses, hein, par rapport à Universal Analytics. Je vais vous montrer à quoi vous avez accès. Donc dans la partie e-commerce, toujours, hein, la même chose, les graphiques standards, la plage de date et en termes de dimension principale ici, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais tout à gauche, j'ai le nom de l'article. Donc ça, c'est ma dimension principale. Sur ma première ligne, je vois que, le pull, YouTube Zipper, il a été vu 102 fois. Il a été ajouté au panier 44 fois, ce qui me fait un ratio de 42. Donc ça, on l'a déjà vu. Les achats, le ratio achat produit consulté, les quantités achetées et le chiffre d'affaires généré. Je pourrais aussi très bien, changer ma dimension principale et peut-être voir en fonction, de l'ID de l'article. Vous allez voir il me propose l'ID de l'article. Je pourrais avoir mes revenus en fonction de l'ID de l'article ou en fonction des catégories de l'article ou même en fonction des marques. Quelles sont, mes catégories, l'univers qui fonctionne le mieux chez moi? Et ben, ça va être ici que je vais pouvoir le consulter. Petit point noir, par exemple, on va pas avoir, les ID de transaction. Si vous voulez avoir les ID de transaction, ce qu'on avait avant, et ben, va falloir le faire vous-même et aller dans la partie Explorer, ce que je vais vous montrer, juste après. Puis vous avez d'autres tableaux, on n'aura pas le temps de les voir, mais la partie données démographiques et technologies, voir d'où viennent, vos visiteurs, sur quel type d'appareil, sur quel navigateur, donc des données assez basiques. La partie Explorer, donc c'est à vous de créer vos propres tableaux. Il y a beaucoup d'inconvénients, je trouve, et très peu d'avantages, hein. Moi, je préfère utiliser Data Studio personnellement. Inconvénient numéro un, c'est tout ce que vous allez créer ici, vous ne pouvez pas faire des copier-coller sur d'autres comptes. Vous pouvez, il n'est pas accessible par d'autres personnes par défaut. Vous pouvez le partager à d'autres utilisateurs qui ont accès à votre compte, mais ils pourront pas le modifier, ils pourront simplement le lire. Et gros inconvénient, c'est la prise en main. Vous allez voir, c'est pas forcément très simple à prendre en main. Alors ici, je vais vous montrer, le format libre. Donc vous avez plusieurs formats qui sont possibles, hein. L'exploration de l'entonnoir, l'exploration du chemin, des choses assez utiles. Là, je vais vous montrer le format libre. Par exemple, si vous voulez créer, le transaction ID, ce qu'on a vu dans le rapport e-commerce, il y avait pas le transaction ID. Si vous voulez voir les numéros de transaction de votre site e-commerce sur, une certaine période. En fait, c'est un système de cliquer et glisser et l'idée, ça va être de renseigner des informations, ça peut être des segments, des dimensions et des métriques. Alors, tout en haut à gauche, vous avez, la première, ça va être les variables. Donc j'ai le nom de mon, menu qui s'appelle transaction ID, sur quelle date je veux comparer les données, ici du 1er juillet au 30 septembre et ensuite je vais pouvoir ajouter des segments, des dimensions et des métriques. Alors c'est quoi, un segment? Vous avez 3 types de segments sur GA4. Les segments d'utilisateurs, par exemple la personne a déjà acheté un produit. Les segments de session, la personne provient du SEO, provient du SEA ou les segments d'événements. Une personne s'est inscrite à la newsletter, ou a fait un ajout au panier, a vu l'étape numéro 3 du tunnel d'achat, par exemple. Et donc ici, j'ai sélectionné le nom de l'événement, numéro de transaction et en métrique, je vais avoir le nombre d'événements et la valeur d'événement. Je suis désolé, hein, c'est pas forcément, intuitif. Deuxième colonne, je vais avoir ma technique. Alors, moi, je suis en format libre, mais je pourrais très bien changer ici ma technique. Je pourrais me mettre en exploration de chemin, par exemple. Et la visualisation, moi, je suis en tableau standard, mais je pourrais très bien avoir une map, je pourrais avoir des beaux graphiques. Moi, je suis sur des tableaux standards. Et l'idée, c'est que je vais prendre ma dimension, par exemple le nom de l'événement qui est à gauche,
là c'est une vidéo donc je peux pas le faire, je vais faire un cliquer-glisser et je vais le renseigner ici, ce qui va faire apparaître automatiquement des nouvelles lignes là. Et en valeur, donc j'ai les nombres d'événements, valeurs d'événements. Je vais vous lire le tableau, hein, pour faire simple. Donc j'ai, l'événement purchase, c'est-à-dire que la personne a fait un achat. Sur chaque achat, je veux vous faire remonter le numéro de transaction. Combien de fois cette transaction a eu lieu? Donc normalement, elle doit avoir lieu une seule fois. Si votre numéro de transaction, vous l'avez en double en événement, ça veut dire qu'il y a un problème de tracking, globalement. Et j'ai les revenus. Donc là, je sais que du 1er juillet au 30 septembre, j'ai eu 939 transactions. J'ai le détail de chaque transaction et pour un total de 66 539 € de chiffre d'affaires. Et j'ai rajouté un petit filtre que j'ai pas précisé, parce que par défaut, j'aurais eu tous les événements, je voulais sélectionner que les événements achats. Donc j'ai mis un filtre sur les purchases. Vous voyez, hein, c'est pas forcément intuitif. Un petit dernier juste pour le plaisir, soyons fous. Si vous voulez, faire remonter les recherches qui sont faites sur votre site. Qu'est-ce que recherchent les personnes sur mon site web? Bah, ici, il faudra utiliser la dimension qui s'appelle termes de recherche et faire un filtre sur l'événement qui s'appelle View Search Results. Globalement, là, je vois qu'il y a sur ordinateur 121 personnes qui ont fait une recherche backpack, au total 202 fois. Là, sur mobile, j'ai 6 personnes qui ont fait la recherche hoodies et ils l'ont fait cette recherche-là 16 fois. Voilà comment se lit, ce tableau. Alors, c'est les données qui viennent du compte démo Google Merchant Center, donc ça a peut-être pas de sens, ce qui est normal. Et dernier point, je voulais parler, avant qu'on passe aux questions, du système d'attribution. C'est vraiment une très belle, nouveauté. Globalement, c'est rétroactif, c'est-à-dire que vous pouvez changer de modèle d'attribution. Modèle d'attribution, vous savez, c'est, 1er clic, dernier clic et ça va avoir un impact sur les revenus générés en fonction des canaux, des sources. Donc vous pouvez changer, vos modèles d'attribution dans les paramétrages et ça va automatiquement changer les rapports, standards. Si vous voulez faire des comparaisons de modèles, est-ce que, au premier clic ou au dernier clic, comparer un petit peu les résultats? Et bah, vous avez, un nouveau menu qui s'appelle dans publicité, comparaison de modèles et vous êtes capable de savoir en fonction, bah, là, du SEO, du direct, du trafic email, paid search et en fonction du modèle d'attribution, voir les disparités. Donc là, par exemple, je suis au dernier clic et je suis au premier clic et que je vois qu'en SEO, bah, j'ai pas les mêmes revenus qui sont générés. Peut-être que vous pensez qu'une campagne n'a pas du tout marché, une campagne ads par exemple, et en fait vous rendez compte en changeant le modèle d'attribution que, bah, au final, au premier clic, c'était pas si mal en fait. Ça a plutôt bien fonctionné. Ça peut avoir un impact sur la façon dont vous allez voir le résultat de vos campagnes. Au niveau des questions qui sont fréquemment, posées, alors est-ce que je peux migrer mes données qui sont sur Universal Analytics vers GA4? Parce que là, on sait que ça va s'arrêter. Bah non, vous pouvez pas, désolé. Comme on l'a vu, c'est pas le même, système de collecte de données, donc ça n'a aucun sens de faire un copier-coller et déjà, c'est juste pas possible. Vous pouvez, pour éviter de perdre votre historique, peut-être exporter les données sur un fichier Excel et puis après faire sur un Data Studio, mais bon, ça va demander beaucoup de temps et de travail. À voir ce que vous voulez faire après, de votre côté. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont manquantes sur GA4? Bah oui, il y en a pas mal, hein. Les objectifs intelligents, l'exclusion par filtre, les pages URL en tant que dimension par défaut, la dimension produit, les rapports prédéfinis qui sont assez limités. Il manque pas mal de choses quand même. Après, c'est un outil qui évolue assez rapidement et je voulais faire un autre point que j'aime bien faire, c'est est-ce que les données sont correctes à 100? Bien non, désolé. Vous voyez là, j'ai mis une image, je suis quasiment sûr que 100 d'entre vous, allez être capable de savoir ce que c'est, hein, c'est un lion. Globalement, c'est la même idée. La web analyse, l'idée c'est d'avoir des tendances, de faire émerger des tendances, pas d'avoir une information ultra précise. Surtout maintenant avec le consentement de l'utilisateur, on perd 50-60. Voilà, on va essayer d'avoir des tendances pour pouvoir prendre des décisions derrière. Mais en aucun cas c'est du 100 et en plus de ça, si quelqu'un utilise un VPN, purge ses cookies, a des ad bloqueurs, ça va aussi avoir un impact sur vos données. Et est-ce que UA et GA4 sont compatibles? Là, je vais parler plutôt en termes de data layer. Eh bien oui, avec un data layer à l'ancienne, vous pouvez très bien faire du tracking e-commerce. GA4, ça marche. Par contre, l'inverse ne fonctionne pas. Voilà pour moi, c'était, rapide, je le sais. Est-ce que vous avez des questions? C'était clair. Bon, bah, si c'était clair, parfait alors. Il y avait l'historique, hein, je sais pas, tu en as parlé, mais
C'est bien l'historique des données actuelles UA vis-à-vis de Ouais, GA4. bah, si vous avez des données sur Universal Analytics, peut-être depuis 5-10 ans, bah, on pourra pas les mettre sur GA4 quoi, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut faire votre migration maintenant, au moins créer votre compte et poser le script, pour avoir des sessions, des pages vues, des scrolls, et puis pour la partie e-commerce, savoir si vous voulez mettre les mains dedans, faire du GTM et cetera. Mais si vous attendez, juillet 2023, bah, du jour au lendemain, vous aurez plus rien. Donc essayez d'aller au moins sur une autre solution. Peut-être pas forcément Google, hein, comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres, mais essayez de changer au plus rapidement. Une question pour toi, Yoann. Ah oui. Le coût de la passation sur le disque, passer du A4 à GA4, ça dépend surtout du plan de marquage que vous avez actuellement. C'est sûr que et de la solution technique que vous avez également. Est-ce qu'on est sur du WordPress? Est-ce qu'on est sur du PrestaShop? Est-ce qu'on est sur un autre CMS? Ça, il faut savoir. Alors ça, c'est peut-être des choses qu'on peut traiter en dehors de ce webinaire. Mais globalement, si vous avez déjà euh, du Google Tag Manager, c'est forcément plus simple que si vous n'en avez pas. Oui, Donc, il suffira de refaire justement le data layer et de pouvoir l'intégrer. Parce nous, on intègre toujours UA et GA4 pour l'instant, de manière à pouvoir garder la traçabilité des anciennes données. Et comme ça, on pourra passer à GA4 au mois de juillet. Donc, mais globalement, c'est à peu près une demi-journée à passer, quoi, ouais, c'est ça. en Et le moyenne. mieux, c'est qu'on utilise des modules, hein. Si vous êtes sur, je sais pas, Shopify, PrestaShop, il y a des modules qui sont très bien faits, qui permettent d'injecter, bah, justement le data layer. Ça va beaucoup plus vite, parce que sinon, il faut faire appel à des développeurs pour faire, chaque bout de code, donc ça on s'en sort pas. Donc on achète un module et puis après on fait les modifications sur Google Tag Manager et on paramètre le compte Google Analytics. Bah, ça, voilà. On crée le tableau de bord, au moins de base, enfin, en utilisant le tableau de bord de base. Et après, voilà, c'est quelque part infini. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous restez sur quelque chose de standard ou est-ce que vous voulez aller un petit peu plus loin? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on reste à votre disposition aussi, hein. Si vous avez des questions qui viennent un peu plus tard, n'hésitez pas à nous Ouais, solliciter. et je pense qu'on enverra aussi le replay, hein, si jamais vous voulez, Mm, re-regarder, on sait jamais, voilà. avant de vous coucher le soir, ça peut être pas mal. Très bien, merci, Super. merci à Merci tous, à hein. vous, merci d'être venus et puis, peut-être à la prochaine pour un autre, webinaire. Voilà, il y a d'autres webinaires qui vont se planifier là, dans les semaines à venir, donc on n'hésitera pas à vous en avertir. Bonne journée, Merci à allez, tous. salut. Au revoir. Au revoir.